Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, transport maritime du minerai de fer du projet Simandou. Les partenaires industriels de Rio Tinto Simfer, Waining Consortium Simandou, Baou et l'État guinéen représenté par le comité stratégique de Simandou viennent de signer les documents contractuels de ce volet du projet. Plus de 330 compatriotes ont regagné le pays après avoir passé un bon moment en situation de détresse à l'étranger. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères et des partenaires humanitaires. Agriculture avec le développement de la filière Fonio à Kerouané, un groupement féminin lance la récolte de 10 hectares développés dans la sous-préfecture de Damaro. Le focus dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les partenaires industriels de Rio Tinto Simfer, Waining Consortium Simandou, Baou, ainsi que l'État guinéen, représenté par le comité stratégique de Simandou, ont procédé à la signature des pactes d'actionnaires concernant les sociétés chargées du transport maritime du minerai de fer du Simandou. La cérémonie s'est tenue sous la présidence de M. Djiba Diakité, président du comité stratégique du projet Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que des membres du comité stratégique de Simandou. Compte rendu Omar Bari. La marche vers l'opérationnalisation du plus grand projet intégré mini-infrastructure du monde vient de franchir une nouvelle étape historique. Ce mercredi 22 octobre 2025, les partenaires industriels Rio Tinto Simfer, Winning Consortium Simandou, Baou et l'État guinéen à travers le comité stratégique de Simandou ont procédé à la signature des pactes d'actionnaires relatifs aux sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet Simandou. La cérémonie, tenue au Petit Palais de la Présidence, s'est déroulée sous la présidence de M. Djiba Diakité, président du comité stratégique du projet Simandou et ministre directeur de cabinet de la présidence, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que les membres du comité stratégique de Simandou. Cette signature marque l'une des dernières lignes droites avant le démarrage effectif de la phase d'exploitation du minerai de fer de Simandou, prévue avant fin 2025. Elle concrétise la volonté du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de faire du projet Simandou le moteur de la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Les sociétés issues de cette convention auront pour mission d'assurer le transport maritime du minerai de fer à partir des quais de Morebaya grâce à des embarcations modernes et performantes. Ces infrastructures logistiques stratégiques viendront compléter la chaîne d'exportation de minerais et renforcer l'efficacité opérationnelle du projet. Dans son intervention, Djiba Diakité a souligné que cette étape symbolise l'engagement indéfectible des partenaires du projet, en particulier celui du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à concrétiser le méga-projet Simandou. Il a rappelé que ces contrats ne sont pas seulement des accords économiques, mais aussi et surtout des instruments de coopération et de partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et ses partenaires internationaux. La transformation locale du minerai de Simandou constitue une priorité absolue. Les études complètes d'une aciérie devront être achevées 2 ans après la première production afin d'assurer la création de valeur ajoutée sur le sol guinéen, a rappelé le président du comité stratégique Djiba Diakité. Le projet Simandou ne saurait être complet sans l'ensemble de ses composants structurants, en commençant par la construction des infrastructures stratégiques, de la mise en opération des différents blocs de mines, le bloc 1 et 2 affecté à Winning Consortium Simandou et son partenaire stratégique Bao, à Kerouané, mais également le bloc 3 et 4
qui sont affectés à Rio Tinto, Simfer et son partenaire stratégique, Chenelco. La réalisation des chemins de fer de plus de 650 km double voie qui, pour nous, est clairement une colonne vertébrale de notre économie nationale, aujourd'hui quasiment achevée. Mais également la construction des ports dédiés au transport des mines, mais également des ports dédiés au transport de marchandises et de passagers, à Mourbaïra, sont également presque finalisés. L'achèvement complet de ces infrastructures majeures du port, l'objet des signatures, des documents contractuels entre tous les partenaires industriels, mais également la partie guinéenne. Ces documents contractuels signés aujourd'hui sont le symbole avancé majeur. Quasiment les derniers documents finaux du projet, nous pouvons l'affirmer, sont cristallisés aujourd'hui dans le cadre du projet. Mais également, parmi ces préalables contractuels du projet, il y a le lancement des études pour la construction d'une ACIM dès les premières commercialisations du minerai, qui est aussi un maillon extrêmement important pour nous, ultime, pour le projet intégré, qui permettra à la Guinée de transformer localement ses ressources et de créer davantage de valeur pour la République de Guinée. Nous tenons à féliciter l'ensemble des partenaires et des membres du comité stratégique ici présents, les conseils des partenaires industriels, les conseils de l'État qui nous accompagnent pour leur engagement constant, leur ténacité, la qualité du travail accompli. Ces avancées concrètes sont le fruit d'une collaboration exemplaire, le fruit d'une intelligence collective entre les équipes guinéennes et nos partenaires techniques, industriels et institutionnels. Une belle aventure humaine, placée sous le leadership visionnaire de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Mais cette étape, si importante soit-elle, n'est qu'un commencement. Elle nous engage à redoubler de rigueur dans le suivi de nos actions, renforcer notre coordination, renforcer notre synergie et maintenir une collaboration exigeante pour continuer à faire de Simandou un projet de référence mondiale et de souveraineté économique assumée pour la République de Guinée. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans les prochaines semaines pour le lancement officiel du premier chargement de Simandou. Et ça, c'est grâce à notre travail, à notre intelligence collective, au service de la Guinée et des générations futures, pour le bien-être de la population, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Les représentants de Rio Tinto Simfer, Winning Consortium et Baou ont, pour leur part, salué la synergie d'action et la volonté politique sans faille qui ont permis de franchir cette étape cruciale. Tous ont reconnu le soutien déterminant du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dont la vision et le patriotisme ont accéléré la réalisation des infrastructures nécessaires au lancement de la production. Ces accords représentent un des derniers pas à franchir dans la concrétisation du projet. Et je voudrais profiter de cette occasion pour reconnaître les travaux et les contributions de toutes les personnes qui ont travaillé pendant toutes ces années
pour atteindre cet objectif. Sur le président du comité stratégique, il y a eu des sacrifices et beaucoup de travaux qui ont été menés pour atteindre ce niveau. Ça démontre l'engouement, les sacrifices et le travail, la vision du président qui a été donnée initialement pour que ce projet puisse voir le jour. Il y a quelques jours, j'étais sur le terrain au niveau de la jonction des embranchements venant de notre mine Beila et celle de notre partenaire de Kirwani et voir ces locomotives et ces wagons arriver en même temps pour se rendre au port de Moribaya était vraiment quelque chose d'émouvant pour nous. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape essentielle dans notre volonté commune avec l'État guinéen de compléter le système de transport du minerai de fer. Les accords signés aujourd'hui concernent la partie maritime, le transport maritime, qui complète le système, qui nous permettra d'enlever le minerai dans la mine, de transporter sur les rails et de les amener au port et de les expédier sur le marché international. C'est un effort collectif. Nous sommes heureux que nous aboutissons cet après-midi avec le gouvernement et tout le comité stratégique de Simandou à ces accords qui permettraient de connecter le minerai de fer de la Guinée au reste du système maritime et commercial minier. Nous sommes très très contents à Rio Tinto et à Simfer de faire ce chemin avec l'ensemble de nos partenaires techniques, industriels et avec l'État guinéen, avec le soutien du comité stratégique, tous ses membres, mais en particulier avec le président du comité stratégique qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on arrive à cette conclusion aujourd'hui. Cette cérémonie, c'est très important et pour notre société et parce que vous savez, le Bénin, on a beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine. Donc, on est très fiers de participer à ce projet et avec notre expérience professionnelle, nous sommes très confiants de rassurer la coopération, partenariat avec l'État et la société CTG pour avoir un résultat plus efficace et parfait. Aujourd'hui, nous avons participé à la signature de pacte actionnaire sur les services maritimes pour le transport maritime de tout type pour le projet Simandou. C'est une réalisation très importante, c'est-à-dire que cela marque la réalisation totale de la chaîne industrielle complète de cette minerai de fer à partir de montagne Simandou jusqu'au port et le transport maritime en passant par le chemin de fer. Cela est une partie très importante pour l'achèvement de ce projet. Nous sommes convaincus qu'avec l'achèvement de cet contrat, nous allons finaliser le projet de Simandou. Donc, la signature des accords d'aujourd'hui marque une étape très importante dans le développement du projet Simandou, spécialement dans la construction de la chaîne industrielle et production du minerai de fer de Simandou. Dans le futur, la CDG va coopérer étroitement avec les entités de transport maritime du minerai de fer et les 2000 pour assurer un transport sans faille depuis les 4 blocs du mine jusqu'au port de Moribaya. Porté par la vision éclairée du président de la République, le méga-projet Simandou, véritable catalyseur du programme Simandou 2040, illustre la profonde transformation d'une Guinée qui diversifie son économie et accélère sa mutation structurelle. Cette dynamique traduit la volonté résolue d'une nation souveraine, maîtresse de ses ressources et déterminée à bâtir son propre destin économique. La signature de ces accords en est une illustration concrète. Se réjouissent les membres du comité stratégique de Simandou. Ces accords finaux sont signés aujourd'hui. C'est un prélude au démarrage de l'exploitation du minerai de fer et des infrastructures du projet Simandou. Ces accords de transport maritime du minerai sont des accords extrêmement importants parce que c'est
maillon final de la chaîne logistique de transport du minerai qui proviendra des blocs du Simandou pour arriver au port de Moriwaya et ensuite être transporté dans les eaux maritimes internationales pour aller sur le marché. Donc c'est le dernier chaînon logistique qui vient d'être finalisé aujourd'hui à travers la signature des pactes d'actionnaires et des sociétés de transport maritime du minerai de fer. Tous ces résultats n'auraient pu être obtenus sans le leadership et la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a transformé le rêve de générations et de générations de Guinéens en une réalité tangible aujourd'hui, qui est la concrétisation du projet Simandou. On est dans la phase terminale de ce processus de contractualisation qui lie l'État guinéen aux partenaires techniques et industriels. Il est question d'aller à ce niveau de signature et de finaliser comme on vient de le faire, à l'effet de rendre encore irréversible ce grand projet qui est totalement dans la partie terminale de l'exécution des exigences conventionnelles. Et donc, cette signature que nous venons de faire s'inscrit en droite ligne des obligations qui sont énumérées dans les conventions liant l'État guinéen à l'ensemble des partenaires industriels impliqués dans la mise en œuvre de ce méga projet. Et donc, il est bien question que c'est la partie, maritime, qui occupe une composante majeure de ce méga projet en termes de transport des produits miniers, en termes de connexion entre les infrastructures ferroviaires et les infrastructures maritimes, en termes d'obligation de respect des exigences environnementales. C'était les derniers contrat qui restait à signer et on l'a fait aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction. Parce qu'il est important qu'au moment où logistiquement tout est prêt, que institutionnellement tout aussi soit prêt. Et c'est ce que nous l'avons fait aujourd'hui. Tout ce qui concerne la partie transport maritime du minerai, maintenant est rentré dans un cadre légal sur lequel toutes les parties se sont mis d'accord et c'est une très bonne chose pour la Guinée. C'était encore une étape clé dans le méga projet mine infrastructure de Simandou. On va vers la phase d'opérationnalisation du projet Simandou et ça consacre le caractère intégré de ce projet. Donc avec l'exploitation minière, le transport ferroviaire, la construction du port, ainsi que donc aujourd'hui les documents contractuels qui sont signés pour le transport des minerais. À travers cette cérémonie de signature avec nos partenaires industriels, cela est un pas vers la concrétisation de ce projet tant attendu par le peuple de Guinée à travers le leadership du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous, de notre côté, nous allons nous rassurer de tous les engagements contractuels relatifs au contenu local en phase de construction, mais également la phase d'exploitation à venir. Nous avons pu mettre avec l'appui du comité stratégique de Simandou une task force contenu local afin de s'assurer que tous les engagements seront respectés, que ça soit au niveau de la production, de l'exploitation, du transport. Donc tous les jalons aujourd'hui concernant le contenu local ont été revus et validés. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État qui a cru en ce projet et qui a donné des orientations stratégiques et a mis en place un cadre de pilotage stratégique qui a aussi su fonctionner. Et pour cela, il faut remercier le chef de l'État pour sa vision, remercier le président du comité stratégique et tous les membres du comité stratégique. Remercier aussi tous les partenaires mobilisés autour du projet parce que la signature de ce pacte, effectivement, matérialise la concrétisation, la construction de toute la chaîne de valeur, de l'exploitation jusqu'à la commercialisation du minerai. Et ça garantit aussi pour le gouvernement que c'est un maillon de plus qui est réalisé pour
la mise en œuvre réussie du programme Simandou 2040 parce que l'un des leviers, l'un des supports clés du programme Simandou 2040, c'est le projet minier Simandou. Donc, sa mise en œuvre permet effectivement de garder l'espoir et de se rassurer davantage que la création d'emplois sera effective, la création de richesses, l'accélération de la croissance et la mise en œuvre de tous ces objectifs de développement seront désormais garantis. Aujourd'hui aussi est une autre étape extrêmement importante dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de construire avec les partenaires internationaux ces projets importants le long de toute la chaîne des valeurs, de la mine jusqu'au marché mondial. Donc aujourd'hui, on vient de signer les documents fondamentaux pour les sociétés de transport maritime qui vont donc nous permettre de compléter la chaîne. Aujourd'hui, on a les mines, on a la CTG pour le transport ferroviaire et portuaire. Et enfin, nous avons aujourd'hui les textes pour les sociétés maritimes qui vont nous permettre de rejoindre rapidement le marché mondial. Ce qu'il faut retenir de ces documents contractuels aujourd'hui, c'est véritablement le couronnement d'un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes. La partie mine, la partie chemin de fer, et aujourd'hui, c'est la partie portuaire de l'infrastructure que l'on est en train de contractualiser. Donc, les documents que l'on a signés aujourd'hui sont les pactes d'actionnaires qui permettent la mise en œuvre des opérations portuaires et qui donc permettent d'organiser comment est-ce que l'État et ses partenaires industriels vont pouvoir faire fonctionner la société qui va permettre l'évacuation du minerai en bout de chaîne. Simandou est plus qu'un projet intégré mine-infrastructure. C'est un projet de souveraineté économique et d'intégration nationale. Avec un investissement global estimé à plus de 20 milliards de dollars, il représente le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais réalisé au monde. Il repose sur 4 composantes majeures, à savoir 2 gisements de minerais de fer à haute teneur exploités par Mining Consortium Simandou, bloc 1, et 2, et Rio Tinto Simfer, bloc 3 et 4. Un chemin de fer multiservice et multi-utilisateur, le Transguinéen long de plus de 650 km à double voie, reliant les préfectures minières de Beila et Kerouané au port de Morebaya. 3 quais portuaires à Morebaya, un pour WCS Baou, un pour Rio Tinto Simfer, Chinalco, et un 3e dédié au transport des marchandises et des passagers. Une aciérie pour la transformation locale du minerai, dont les études de faisabilité doivent être achevées 2 ans après le démarrage de l'exploitation. Le projet Simandou accorde une place centrale au contenu local à travers 3 priorités. Offrir des emplois aux Guinéens, donner des opportunités d'affaires aux entreprises guinéennes à capitaux guinéens et surtout former les Guinéens pour garantir le transfert de compétences et de technologies, notamment via l'initiative Simandou Academy. Ces engagements traduisent la vision du chef de l'État, celle de faire de Simandou un projet d'inclusion, de formation et de prospérité nationale. Dans l'actualité encore, tournée de remerciements du Premier ministre dans l'arrière-pays suite à l'adoption de la nouvelle constitution. Après Bokeh, Amadou Riba a mis le cap sur l'Abbé, dernière étape de cette tournée nationale. Dans la cité de Karamoko, Alpha Molabé, le coordinateur national de la campagne pour le oui, a été accueilli dans une ferveur populaire. Reportage Ousmane Bangoura. C'est sous un soleil radieux que le cortège du Premier ministre Amadou Riba a fait son entrée à l'Abbé. Après plusieurs étapes à l'intérieur du pays, le chef du gouvernement boucle ici une tournée de remerciements initiée à la suite de l'adoption de la nouvelle constitution. En ce jour de grande prière, le Premier ministre a accompli la prière du vendredi à la grande mosquée de l'Abbé, aux côtés de ses coreligionnaires. Un moment de recueillement et de communion spirituelle pour confier la nation à Dieu. Après la mosquée, direction la maison régionale des jeunes, où sages, femmes et jeunes étaient réunis pour écouter le message du chef du gouvernement. Un moment mis à profit par les autorités régionales pour témoigner de leur soutien aux ambitions de refondation prônées par le gouvernement. L'Abbé, terre d'hospitalité, de savoir et de dialogue, a toujours été un symbole d'unité et de sagesse.
Dans cet esprit, je lance un appel vibrant à tous les fils et filles de la région, à toutes les formations politiques, à toutes les organisations de la société civile, à toutes les confessions religieuses, celui de préserver la paix. Refusons la violence, les discours de haine et la manipulation. Dans une salle archicombe, le Premier ministre a salué la mobilisation exemplaire des populations de l'Abbé. Il a, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, exprimé sa profonde gratitude pour leur engagement en faveur de la nouvelle constitution. Félicitations à l'ensemble du peuple de Guinée et particulièrement à la population de la région de l'Abbé. C'est ceci qui a motivé principalement le général Mamadi Doumbouya à m'instruire de faire le tour du pays pour vous remercier. La deuxième chose qui est liée à l'esprit de la Constitution, c'est que chaque voix compte. Que ce soit une voix pour le oui ou une voix pour le non. Chaque voix compte. C'est l'esprit de la Constitution que vous avez adopté avec une très large majorité le 21 septembre 2025. Et c'est un devoir, par conséquent, du Premier ministre, chef du gouvernement, d'aller à travers vos représentations, vous qui êtes dans cette salle, de transmettre à toutes les populations guinéennes que le gouvernement prend acte de leur voix, de leur vote et les remercie par la manière qu'ils ont organisé cela. L'esprit de la Constitution de la République de Guinée, c'est chaque citoyen de la République a des droits constitutionnels qu'il faudra absolument respecter. En clôturant cette tournée à l'Abbé, le Premier ministre, chef du gouvernement, boucle ainsi une séquence nationale de gratitude et de communion avec les populations. Une mission de reconnaissance qui marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des grandes orientations du président de la République pour une Guinée unie et prospère. Dans quelques jours, l'armée guinéenne célèbre le 67e anniversaire de sa création. À cette occasion, le ministre de la Défense nationale a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement du commandant en chef des forces armées guinéennes, général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous vous invitons à suivre un extrait de son discours qui marque également le lancement officiel de la semaine du soldat. Suivez. Il y a bientôt un mois, le peuple de Guinée a célébré dans la sobriété l'anniversaire de l'indépendance de la République. Dans quelques jours, les forces armées guinéennes, en communion avec toutes les composantes de la nation, fêteront également sans éclat les 67 ans de leur création. En prélude à la dite commémoration, l'honneur m'échoit, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées, le général Mamadi Doumbouya, de procéder au lancement officiel de cette semaine qui précède la fête appelée Semaine du Soldat. Dans les jours qui suivent, l'essentiel des activités réalisées par les forces de défense et de sécurité au cours de l'année écoulée seront passées en revue par les médias publics et privés. Une façon pour notre institution de défense et de sécurité d'assurer son devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple. Le 67e anniversaire de la vaillante armée guinéenne, que nous nous apprêtons à commémorer le 1er novembre 2025, sous le thème de la stabilité au développement, un engagement continu, est le dernier que nous fêtons dans l'ambiance de la transition politique ouverte le 5 septembre 2021 dans notre pays. Un anniversaire n'a pas que l'aspect festif.
Il représente un moment de rétrospection qui permet à chacun de faire un récapitulatif de son passé récent ou lointain. Analyser et apprécier ses performances et ses faiblesses, en vue de mieux se positionner pour les projets d'avenir. Retour massif des migrants guinéens cette semaine. Plus de 330 compatriotes ont regagné le pays après avoir passé un bon moment en situation de détresse à l'étranger. Ces rapatriés arrivés en provenance de la Tunisie ont été accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry par le ministre des Affaires étrangères. Reportage Makeme Keleti Donzo. En l'espace de 3 jours, la Guinée a accueilli 337 de ses ressortissants revenus de l'étranger. Parmi eux, 200 en provenance de la Mauritanie et 137 venus fraîchement de la Tunisie. Dans le convoi en provenance de la Tunisie, figurent de nombreuses jeunes femmes accompagnées d'enfants, fruits du difficile périple migratoire. Moi, j'ai dit au gouvernement guinéen, merci Mamadou Doumbouya, vous nous avez aidés. Que Dieu vous aide. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamina. Vraiment, je suis vraiment content aujourd'hui que je vais me rentrer sur mon pays ici. Vraiment, là où nous on était en Tunisie, vraiment nous on souffrait là-bas. Selon le ministre des Affaires étrangères, ces jeunes constituent désormais de véritables témoins et porte-parole auprès de leurs compatriotes encore tentés par l'aventure migratoire. Le chef de la diplomatie guinéenne a par ailleurs assuré à ses compatriotes qu'ils retrouvent une Guinée unie, engagée et prospère. Il y a 3 choses que vous trouvez dans votre pays en venant aujourd'hui qui déterminent l'avenir de la Guinée. Vous retrouvez ici un pays uni, engagé, derrière un homme, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et une vision Simandou 2040. Vous devenez les soldats du développement de la Guinée. Bienvenue à Conakry. Ce vaste rapatriement volontaire s'inscrit dans les actions humanitaires menées sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'opération est coordonnée par la Direction générale des Guinéens de l'étranger en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Et puis, c'est officiel, la Guinée rejoint la déclaration du consensus de Genève, un accord international visant à protéger la santé des femmes et à renforcer la famille. Le message du président de la République est porté à la cérémonie par l'ambassadeur de Guinée à Washington, comme le témoigne ce récit d'Alpha Isiagaba sur les images de notre correspondant vidéo aux États-Unis, Daouda Bangoura. Dans la salle, l'ensemble des nations membres de la déclaration du consensus de Genève, mais aussi des défenseurs de la protection spéciale de l'enfant dès sa conception. Ils célèbrent les 5 ans d'existence de cette coalition internationale qui défend le droit à la vie, une position qui partage la Guinée, qui fait son entrée dans ce bloc international qui lutte contre l'avortement dans toutes ses formes. La République de Guinée, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, est convaincue qu'aucun progrès durable ne peut être envisagé sans la pleine participation de la femme à la vie sociale, économique et politique. Promouvoir sa santé, son éducation, sa protection et son épanouissement, c'est investir dans l'avenir de la nation. En 2020, 35 États des Nations Unies ont signé la déclaration de consensus de Genève sur la santé de la femme et le renforcement de la famille. 5 ans après, la liste des signataires de ce texte s'allonge avec la Guinée et les États-Unis qui rejoignent l'organisation. Mon administration est résolument dévouée à la restauration d'une culture qui valorise la dignité inhérente de chaque enfant et à la défense de la vérité éternelle selon laquelle chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu avec une valeur infinie et un potentiel illimité.
Un soutien fort pour cette alliance de 37 membres, désormais qui se renforce pour peser fort et durablement aux Nations Unies pour contrer l'activisme des gouvernements et organisations internationales pour avortement. Nous voyons ce travail comme une relation mutuelle pour aller plus loin que nos objectifs. Et lorsque nous allons de pays en pays, mon cœur continue de s'agrandir à chaque fois pour cet amour que nous avons pour les peuples. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse que maintenant nous puissions commencer à collaborer avec la Guinée. Dans son intervention, l'ambassadeur de Guinée à Washington, qui a porté le message du président de la République, a rappelé les années du militantisme du Dr Maurice Nanda Kouyaté dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes en général, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants, avant de faire son entrée au gouvernement 2021 en qualité de ministre des Affaires étrangères. Direction la Fédération de Russie, où la Guinée prend part au 8e Forum international de la pêche et à l'exposition mondiale de l'industrie halieutique à Saint-Pétersbourg, une rencontre d'envergure qui réunit les principaux acteurs du secteur venus des quatre coins du monde. Au menu, les enjeux de durabilité, d'innovation et de partenariat dans la filière pêche et aquaculture. Les détails dans ce reportage de Al-Gassim Mouba, envoyé spécial. C'est une délégation guinéenne conduite par la conseillère principale du ministère de la Pêche et de l'économie maritime qui représente la Guinée à ce rendez-vous mondial de la filière halieutique. Pendant plusieurs jours, experts, investisseurs et décideurs publics échangent sur les défis de la gestion durable des ressources marines et les perspectives d'une pêche responsable. Dans les allées du centre d'exposition de Saint-Pétersbourg, la délégation guinéenne explore toutes les pistes du partenariat halieutique. Une série de rencontres B2B a permis d'établir des contacts directs entre la délégation guinéenne et des entreprises internationales spécialisées dans la transformation, la conservation et la valorisation des produits halieutiques. De cette participation, nous avons eu droit à voir les bonnes pratiques dans le domaine de la pêche, les méthodologies et les technologies de surveillance de la pêche. Le futur de la pêche, ça doit être dans l'aquaculture. L'aquaculture représente dans certains pays la moitié de la pêche maritime. Cette participation s'inscrit dans la volonté du gouvernement guinéen de renforcer la coopération internationale, promouvoir le label pêche durable de Guinée ou encore favoriser la création d'emplois à travers la transformation locale des produits de la mer. Nous sommes sur notre plan de développement socio-économique Simandou 2040. Donc il est important que nous fassions des offensives pour aller vers les investisseurs, pour aller investir en Guinée. Donc la Russie a beaucoup de potentialités, beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ça a été une bonne expérience et je pense que nous allons en tirer davantage. Au terme de ce forum, plusieurs pistes de collaboration seront identifiées. La présence de la Guinée à Saint-Pétersbourg marque son engagement à s'ouvrir davantage aux échanges et à bâtir une économie bleue, inclusive et prospère. Lutte contre les maladies silencieuses, la détection précoce semble l'arme la plus efficace. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, la question est au centre des préoccupations. Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit est organisée par le service Genre et Équité. Reportage Mamadi Ternakamisoko, Mohamed Sherif Kamara. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers le service Genre et Équité, renforce son dispositif de prévention contre le cancer du sein et le col de l'utérus. Il lance ainsi cette campagne de sensibilisation et de dépistage à l'intention des femmes du département. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus représentent aujourd'hui les principales causes de mortalité par cancer chez les femmes en Guinée. Le cancer du sein demeure un véritable défi de santé publique. Chaque année, plus de 2000 femmes sont diagnostiquées dans notre pays, mais malheureusement, un nombre important de ces cas sont détectés
à un stade avancé. Tout au long de la journée, plusieurs femmes fonctionnaires ont bénéficié de séances d'information et de dépistage gratuits. L'objectif étant de promouvoir la prévention et inciter les femmes à adopter les bons réflexes pour préserver leur santé. On prend les dispositions pour mieux se prévenir, pour mieux prévenir. Prendre des dispositions, c'est aussi faire le dépistage. C'est en cela que je trouve cette activité très importante. Il faudrait que nous puissions faire de l'activité de dépistage une activité régulière, une activité constante, une activité qui ne se limite pas au mois d'octobre. Il faut qu'elle ait lieu durant tout le long de l'année. Pour le service Genre et Équité, cette activité renforce les actions engagées en faveur du bien-être des femmes au travail. En initiant cette campagne, le ministère du Travail et de la Fonction publique réaffirme sa volonté de faire de la santé féminine une priorité et de promouvoir la détection précoce. Allons à présent dans la commune rurale de Damaro, dans la préfecture de Kéroane. Là-bas, la culture du fonio est le pilier des exploitations agricoles. Aujourd'hui, la campagne de récolte a été officiellement lancée. Le domaine est estimé à plus de 10 hectares valorisés par un groupement féminin, un vent de renouveau pour offrir des opportunités d'emploi en milieu rural. Images et témoignages dans ce reportage de Yamokaba. À la périphérie de la commune rurale de Damaro, c'est le grand jour pour le groupement Kémo-Niama. Sur ce périmètre de 10 hectares, il célèbre la récolte du fonio pour démontrer son engagement en faveur de cette petite céréale aux 1000 vertus. Plus de 100 passionnés sont sur pied pour assurer le défrissage, le ramassage et le transport du fonio. Le fonio est une graine d'avenir. Depuis des années, notre groupement fait ses preuves dans ce bassin de production. Mais les opérations sont jusque-là traditionnelles. Le développement de la culture du fonio est notre souhait. Pour atteindre cet objectif, nous comptons vraiment sur l'apport du gouvernement. Kémo-Niama bénéficie du soutien moral des autorités locales, mobilisées pour afficher les grandes attentes du programme Simandou 2040. Avec des idées claires, les propositions comptent favoriser la compétitivité et la durabilité de la culture du fonio. Un groupement aujourd'hui de référence ici à Simandou qui, depuis à l'aube, depuis le 21 septembre, a pris toute sa responsabilité. Bien que ce groupement-là existait bien avant, mais avec l'explication, l'idée de développement, donc la projection des idées du général président Mamadi Doumbouya, qui a réveillé encore la conscience de ce groupement. Cet investissement privé des paysannes passionnées interpelle la politique agricole du pays pour accroître la production nationale. Chaque année, les intentions de culture sont revenues à la hausse pour répondre aux multiples enjeux de la souveraineté alimentaire. Transparence et inclusion dans l'organisation de l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. La Direction générale des élections DGE a tenu le premier comité interparti ce vendredi. Il était question de la présentation de l'état d'exécution des activités du chronogramme. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est la session de présentation de l'état d'exécution des activités du chronogramme du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025. Une rencontre au cours de laquelle la directrice générale des élections a abordé l'ensemble des questions relatives à la bonne tenue de ce scrutin, mais aussi une occasion pour la DGE d'apporter des précisions sur certains sujets à polémique. Les gens ont confondu quand on a fait la mise en place de la commission financière et de la commission de réception et de validation, et pour dire que ceux qui ont fait la déclaration sur l'honneur sont les candidats. Non. Les candidatures, les dépôts se feront auprès de la Cour suprême et c'est eux qui traiteront et valideront les candidatures à l'élection présidentielle. Donc les candidats indépendants, il y a toute une procédure qui sont aussi en train de suivre. Cette démarche, elle est inclusive
parce que nous avons battu pour ça. Nous avons sollicité auprès des autorités à ce que nous soyons informés du processus électoral. Cette rencontre qui a eu le mérite de regrouper l'ensemble des représentants des partis politiques, membres de la société civile, représentants des associations de presse, les ambassades et partenaires techniques et financiers, a aussi été une occasion pour la Direction générale des élections de lever le voile sur plusieurs incompréhensions sur le processus en cours. Je pense que c'est très important. Il faut les remercier, les féliciter et puis saluer aussi l'initiative parce que ça nous permettra d'être édifiés, de poser des questions qui pourront éclairer la lanterne des uns et des autres. La société civile ici, par ma voix, s'est engagée à jouer son rôle pour crédibiliser davantage le processus électoral, pour renforcer la transparence, son l'œil des citoyens. Donc notre participation à ces étapes-là permet à la population de comprendre ce qui se passe. Ce premier comité interparti CIP au compte de l'élection présidentielle à venir a également été une opportunité pour la directrice générale des élections de rappeler aux partis politiques le rôle de la Cour suprême qui fait office de la Cour constitutionnelle, l'institution habilitée, selon Mme Kamara Djinebou Touré, à recevoir et valider ou non la candidature pour le compte du scrutin du 28 décembre 2025. Et puis, ces ordonnances de la Cour suprême, ordonnance numéro 015 PPCS 2025, portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le premier président, vu la Constitution, vu la loi organique L 2017-003 AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le règlement intérieur de la Cour suprême, vu le décret D 2025-0178 PRG SGG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vu la nécessité d'assurer la transparence, la régularité du processus électoral par la création d'une commission chargée de la réception et de la validation des dossiers de candidature conformément à la loi ordonne. 1. Création. Article 1er. Il est créé au sein de la Cour suprême une commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Cette commission est chargée, sous l'autorité du Premier président, d'assurer la réception, l'enregistrement, l'examen de conformité et la validation administrative des dossiers de candidature avant leur transmission à la formation compétente de la Cour suprême pour décision. 2. Mission. Article 2. La commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 a pour mission de recevoir et enregistrer les dossiers de candidature déposés les prétendants à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Vérifier la présence et la régularité des pièces exigées par les dépositions légales et réglementaires en vigueur. Dresser procès-verbal de réception et de validation des candidatures. Établir un rapport de conformité précisant les pièces manquantes ou irrégulières. Transmettre au premier président de la Cour suprême le rapport de synthèse de ses travaux accompagné de la liste des candidats remplissant les conditions requises. Assurer la conservation sécurisée des dossiers jusqu'à la clôture de la phase contentieuse. 3. Composition. Article 3. La commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 comprend 1. Président désigné par les conseillers à la Cour suprême, un rapporteur désigné parmi les conseillers de la Cour suprême,
un représentant du parquet général près la Cour suprême, membre. Un greffier en chef de la Cour suprême, membre. Des experts techniques, informatique, archivage, sécurité peuvent être associés aux travaux de la commission à titre consultatif sur autorisation du premier président. 4. Organisation et fonctionnement. Article 4. La commission siège dans la salle des audiences de la Cour suprême. Elle entre en fonction à compter du 24 octobre 2025 et achèvera ses travaux le 3 novembre 2025 à 23h59. Elle se réunit sur convocation de son président selon un calendrier fixé par le premier président pendant toute la période de dépôt des candidatures. Ces décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès verbal est établi à chaque séance et signé par tous les membres présents. Les rapports et procès-verbaux de la commission sont transmis au premier président pour validation et publication éventuelle. 5. Dépôt des dossiers. Article 5. Les dossiers de candidature sont reçus au greffe de la Cour suprême sous le contrôle de la commission contre récépissé à la date limite du 3 novembre 2025 de 9h à 17h sauf jour férié. Aucun dossier ne peut être reçu après l'expiration du délai légal. 6. Sécurité et confidentialité. Article 6. Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les informations et documents portés à leur connaissance. Le premier président prend toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité matérielle et juridique des dossiers. 7. Prise en charge financière. Article 7. Les frais de fonctionnement de la commission ainsi que les indemnités de cession de ses membres sont à la charge du budget de la Cour suprême. 8. Disposition finale. Article 8. Le secrétaire général, le chef du greffe et le chef de la division des affaires financières de la Cour suprême sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance. Article 9. La présente ordonnance prend effet à compter de sa signature. Elle sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Conakry, le 24 octobre 2025, signé Fodé Bangoura. Ordonnance numéro 016 PPCS 2025 portant nomination des membres de la commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le premier président, vu la Constitution, vu la loi organique L 2017-003 AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le règlement intérieur de la Cour suprême, vu le décret D 2025-0178 PRG-SGG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, vu l'ordonnance numéro 015 PPCS 2025 portant création, mission, composition et fonctionnement de la commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ordonne. Article 1er. Les magistrats et les greffiers en chef en service à la Cour suprême, dont les prénoms et noms suivent, sont nommés en qualité de membres de la commission de réception et de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Président, M. Mamadouba Keïta, conseiller. Rapporteur, Mme Awa Daro Kourouma, conseillère. Membre, M. Soriba Mané, avocat général. M. Akwe Goepogi, chef du greffe. Article 2. La présente ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Conakry, le 24 octobre 2025, signé Fodé Bangoura. Ordonnance numéro 017 PPCS 2025 portant mise en place du collège multidisciplinaire des médecins assermentés pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le premier président, vu la Constitution, vu la loi organique L 2017, numéro 003 AN du 23 février 2025 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral. Vu le règlement intérieur de la Cour suprême. Vu le décret D 2025-0178 PRG-SGG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle, vu la nécessité de garantir la transparence et la crédibilité du processus d'évaluation médicale des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la mise en place d'un collège multidisciplinaire des médecins assermentés, ordonne 1. Objet. Article 1er. Il est institué sous l'autorité de la Cour suprême un collège multidisciplinaire des médecins assermentés chargé de procéder à l'examen médical, à la certification de l'aptitude physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. 2. Composition. Article 2. Le collège est composé de médecins spécialistes assermentés désignés en raison de leurs compétences, de leur intégrité morale et de leur expérience professionnelle, notamment un médecin interne, un psychiatre, un cardiologue, un neurologue, un chirurgien. Tout autre spécialiste jugé nécessaire selon les cas. 3. Mission. Article 3. Le collège a pour mission d'examiner les candidats conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Établir un rapport médical circonstancié pour chaque candidat. Délivrer à la Cour suprême un certificat d'aptitude ou d'inaptitude selon les résultats des examens. 4. Entrée en fonction. Article 4. En application de l'article 46 de la Constitution, le collège multidisciplinaire entre en fonction à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures. 5. Prise en charge financière. Article 5. Les frais de fonctionnement du collège ainsi que les indemnités de session de ses membres sont à la charge du budget de la Cour suprême. 6. Disposition finale. Article 6. Le secrétaire général, le chef du greffe et le chef de la division des affaires financières de la Cour suprême sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente ordonnance. Article 7. La présente ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry, le 24 octobre 2025, signé Fodé Bangoura. Ordonnance numéro 018 PPCS 2025 portant nomination des membres du collège multidisciplinaire des médecins assermentés pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le premier président, vu la Constitution, vu la loi organique L 2017-003 AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, vu la loi organique L 2025-026 CNT du 27 septembre 2025 portant code électoral, vu le règlement intérieur de la Cour suprême, vu le décret D 2025-0178 PRG-SGG du 27 septembre 2025 fixant la date du scrutin pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, vu l'ordonnance numéro 117 PPCS 2025 du 20 octobre
2025 portant mise en place du collège multidisciplinaire de médecins assermentés pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ordonne. Article 1er. Les médecins spécialistes dont les prénoms et noms suivent sont nommés en qualité de membres du collège multidisciplinaire des médecins assermentés pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Président, professeur Hassan Ba, médecin légiste. Membre, professeur Amara Sissé, neurologue. Professeur Mamadou Dadi Baldé, cardiologue. Professeur Morifode Doukouré, psychiatre. Professeur Mariam Beavogui, cardiologue. Professeur Fousseni Diakité, néphrologue. Professeur Djibril Silla, médecin interne. Article 2. La présente ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry, le 24 octobre 2025, signé Fodé Bangoura. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.